Chapitre 9, force magnétique et exemple 9.1 en prime cadeau. Au chapitre 9, on surfe sur une équation facile à écrire, mais plus difficile à appliquer. C'est l'équation Q, la charge, multipliée par un produit vectoriel de la vitesse par le champ magnétique B. C'est une équation vectorielle et on peut placer entre parenthèses le produit vectoriel avec la vitesse et le champ magnétique B. La vitesse, c'est la vitesse de la particule chargée. Donc, c'est la vitesse de la particule chargée Q. Cette vitesse-là est exprimée en mètres par seconde. C'est un vecteur et on doit considérer son orientation. B, c'est le fameux champ magnétique exprimé en Tesla. C'est le même champ magnétique qu'au chapitre 8. Et c'est un vecteur aussi. En fait, c'est un champ vectoriel et il peut ne pas être exactement pareil en chaque point de l'espace et du temps. Mais dans la plupart des problèmes, on travaille avec un champ magnétique B qui est uniforme et constant. Ça veut dire qu'il a la même forme partout dans l'espace et qui ne change pas au fur et à mesure que le temps coule. Q majuscule, c'est la charge en coulomb de l'objet qui subit la force. Donc, il va y avoir un objet chargé qui va subir la force magnétique F. Et cet objet-là, pour subir la force magnétique, doit avoir une charge Q. Si la charge Q vaut 0, alors il n'y a pas de force magnétique. Ça, c'est important. Si jamais vous avez un objet qui a une charge nulle, alors, que tu le veuilles ou non, ça donne une multiplication par 0. Et ça entraîne comme conséquence une force magnétique nulle. Donc, il faut que l'objet possède une charge pour subir une force magnétique. Si vous avez un objet pas chargé dans un champ magnétique B immense de 32 millions de milliards de Tesla, il se passe rien. Donc, pour interagir avec le magnétisme, vous devez avoir une charge électrique, sinon, rien du tout. F, la force magnétique en Newton, subit par la charge Q. OK. V, vitesse, chaque chose est à sa place. Maintenant, on remarque certaines choses importantes. C'est nul si la charge vaut 0, mais c'est nul aussi si la vitesse est perpendiculaire. Pardon, j'ai dit perpendiculaire, mais j'ai écrit parallèle et c'est parallèle, là, et parallèle au champ B. Donc ça entraîne une force égale à 0 aussi. Parce que le produit vectoriel de quelque chose par un vecteur parallèle à ce quelque chose-là donne par définition le vecteur nul. Donc à ce moment-là, ça sert à rien de chercher la force si vous avez une vitesse et un champ qui sont parallèles un par rapport à l'autre. Il y a une autre chose qui est importante et qui est un raccourci intéressant. Si jamais on s'intéresse seulement au module de la réponse, vous pouvez utiliser un raccourci et on peut dire qu'à ce moment-là, F, le module de la force, va être égal à QVB, la charge Q, le module du vecteur vitesse et le module du champ magnétique, multiplié par sinus de l'angle phi, où l'angle phi représente l'angle le plus petit entre le vecteur V et le vecteur B. Je vais le dessiner dans un instant. Autre point important, que vous le vouliez ou non, la force résultante va toujours être perpendiculaire au vecteur vitesse, et de la même façon, la force résultante va toujours être perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Ça aussi, c'est une propriété caractéristique de l'opérateur produit vectoriel qui est utilisé dans la définition de la force magnétique. Et vous l'avez appris dans votre cours d'algèbre linéaire, mais je le réécris parce que c'est important. Maintenant, c'est le moment où on fait un dessin. J'aimerais ça en faire deux, en fait. Commençons par une particule, tiens, avec le crayon rouge. Une particule positive, comme ça ici. Disons que c'est T-proton, notre ami T-proton, et qui possède une vitesse vers la droite, comme ça, et qui baigne dans un champ magnétique. Je vais faire de la fantaisie. On va prendre le marqueur rose
pour faire le champ magnétique B qui entre à l'intérieur du plan de la feuille. Ça veut dire que le champ magnétique B est perpendiculaire à la feuille et va vers le bas de la feuille, traverse la feuille perpendiculairement au plan et entre à l'intérieur. Si on veut trouver la direction de la force F sur une particule chargée Q, qui se déplace avec une vitesse V vers la droite dans un champ magnétique B qui entre à l'intérieur, il faut faire la règle à main droite. Je vous rappelle comment fonctionne la règle à main droite pour un produit vectoriel comme ça. On va placer les 4 doigts de la main droite, c'est-à-dire les 4 doigts qui ne sont pas le pouce. Et vous faites semblant que vos angles sont la pointe des flèches du vecteur vitesse. Donc, on placerait nos 4 doigts vers la droite et ensuite, on tourne notre main de telle sorte qu'on puisse replier les 4 doigts de la main dans la direction du deuxième vecteur. J'écris R pour replier les 4 doigts. Donc, on replie nos 4 doigts qu'on avait placés dans la direction de V et on les replie. Moi, c'est difficile, là. Je fais de l'aérobie, de la contorsion pour pouvoir le faire. Et votre pouce, dans cette position-là, va représenter la direction de la réponse du produit vectoriel V par B, c'est-à-dire la direction de la force F. Et je vais la dessiner. Force F appliquée, je vérifie que je ne me suis pas trompé, c'est en plein ça, vers le haut, comme ça, sur le proton. Donc, le proton va subir une accélération, F égale ma, vers le haut, en conséquence de la force magnétique vers le haut. Et on peut, comme tout est perpendiculaire, là, calculer ça assez rapidement avec la règle à main droite. Et on peut obtenir, si on voulait, le module avec le truc que j'ai donné ici. À ce moment-là, phi serait égal à 90 degrés parce qu'on a un angle entre V et B égal à 90 degrés. Je vais l'écrire ici, comme ça. Les choses vont relativement bien lorsqu'on a une particule positive. Lorsque Q, par contre, est négative, lorsque la charge Q est négative, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'erreurs à l'examen là et dans les exercices à cause de ça. Quand vous avez un scalaire négatif, Q, qui multiplie un vecteur, entre parenthèses, là, c'est la réponse du produit vectoriel V par B, c'est un vecteur, il y a une rotation de 180 degrés qui va s'opérer. C'est pas le cas lorsqu'on a Q positif. À ce moment-là, on fait la règle à main droite où on calcule notre produit vectoriel avec les outils que j'ai déjà enseignés et c'est directement la réponse. Par contre, lorsque Q est un électron, par exemple, ou un objet qui contient une charge négative, la réponse doit être inversée de 180 degrés. Je fais un exemple rapide avec vous, là. Imaginez qu'on a cette fois-ci un électron qui porte une charge Q négative, qui se déplace comme tout à l'heure vers la droite, dans un champ magnétique comme tout à l'heure, orienté à 90 degrés par rapport à V et qui entre à l'intérieur de la page. On fait la même chose. Là, on place nos 4 doigts dans la direction de V, on replie vers le champ magnétique B, notre pouce donne la direction de la réponse, mais non. Pour une charge négative, il faut faire une rotation de 180 degrés sur la réponse. Donc, à la place de faire pointer vers le haut, même si notre pouce dit vers le haut, il faut dessiner la réponse F vers le bas, à 180 degrés, à contresens de ce que notre pouce donnait pour la règle à main droite. Et à ce moment-là, on peut encore calculer le module, si on veut, avec le raccourci ou avec une autre méthode. Ça peut être, par exemple, le déterminant par la première ligne de la matrice IJK avec les composantes du premier vecteur V sur la deuxième ligne, les composantes du deuxième vecteur B sur la troisième ligne. Il existe plusieurs méthodes que vous avez vues là, pour obtenir la réponse d'un produit vectoriel dans le cours d'algèbre linéaire. Bon, je prends pour acquis que c'est à peu près maîtrisé, ou en tout cas que c'est une bonne révision et qu'en plus, vous avez lu le début du chapitre 9. Et je saute tout de suite à la résolution de l'exemple 9.1. Écrire ici, exemple 9.1, c'est à la page 296 de votre livre. Vous avez toute la solution à la page 296. Je donne seulement les grandes lignes et des indications et je vous encourage à faire cet exemple-là, soit avec moi ou soit par vous-même, pour vous assurer que vous êtes capable de calculer un produit vectoriel
pour obtenir la force et dans ce cas-ci, l'accélération, si je me trompe pas. On vous dit un électron se déplace à une vitesse v. Et là, on vous donne les composantes de la vitesse de l'électron. Je vais les transcrire. On a 1,5, 1,5 dans la direction I, moins 5,4 dans la direction J. Et tout ça, on vous donne l'ordre de grandeur ensuite, c'est fois 10 à la 5 mètres par seconde. Vous pouvez trouver que ça va vite, là, mais pour des particules élémentaires comme ça, c'est des vitesses qui sont tout à fait standards. Ensuite, on vous donne le champ magnétique B. Dans cette région-là, on vous dit que c'est 4,8 fois 10 à la moins 2 Tesla. Ça aussi, c'est un champ magnétique standard. Et on vous demande, hey, mon ami, es-tu game de trouver l'accélération de cet électron-là? On peut peut-être écrire aussi que la charge Q est égale à moins E pour un électron. Vous pouvez dessiner le plan cartésien comme vous voulez. Dans le livre, là, il dessine Z par en haut, Y à droite, et puis X qui vient vers vous. C'est ce qu'on fait d'habitude. Je vais faire comme eux. On a Z par en haut, Y à droite, comme ça, et on a X comme ça qui vient vers vous. X plus qui vient vers vous, ça c'est Z plus, Y plus. Et on peut dessiner là, le vecteur V qui est dans le plan X, Y. Là, ce sera pas facile là, parce que ça vient vers vous en perspective et puis c'est un peu tannant. Je le redessinerai peut-être là avec les X, peut-être qui viennent vers le bas. Ouais. Les X comme ça, les Y par là. Et là, on aurait X est égal à 1,5 et puis du J négatif, ça nous donnerait quelque chose ici pour le vecteur V. Et puis, le vecteur B était en J, je ne l'ai pas écrit comme ça, ça nous donnerait, je vais le faire en bleu, un vecteur B qui est dans cette direction-là. Comme ça ici. Et puis, on aurait la direction des Z positifs qui viendraient vers nous. Je vous rappelle que pour que les plans cartésiens soient valides, vous devez toujours avoir I, produit vectoriel J, égale vecteur unitaire K. Vous pouvez le vérifier en mettant vos 4 doigts dans la direction de I, en repliant vers le vecteur J et en vous assurant que votre pouce donne bel et bien le vecteur K. Je l'ai fait pour mon plan cartésien. Ici, ça fonctionne bien. Tout a l'air beau, moins J, chaque chose est à sa place. Ma représentation est correcte. Dans ce cas-ci, la représentation est facultative parce que on vous donne toutes les composantes et on pourrait simplement procéder à la multiplication vectorielle et on trouverait la réponse. Allez, on le fait maintenant. On va écrire force magnétique est égale à QV par B, comme ça ici, et on va réécrire ce qu'on a là-dedans pour faire l'opération mathématique. Donc, Q, c'est en fait moins E, on l'avait ici. Maintenant, V, 1,5 fois 10 à la 5, I, moins 5,4 fois 10 à la 5, J, et tout ça, multiplication vectorielle, 4,8 fois 10 moins 2, J. Je mets un gros crochet parce que le produit vectoriel est compris dans ce crochet-là. Et là, vous allez peut-être être choqué d'avoir des I et des J qui s'en vont multiplier vectoriellement des J. C'est pas tant problématique. Ce qu'on doit faire attention, c'est qu'il faut conserver l'ordre des termes dans le produit vectoriel. Le produit vectoriel n'est pas commutatif. Produit vectoriel n'est pas commutatif. Si on était en classe, je le répéterais 5 fois avec vous autres, je vous le ferai répéter. Le produit vectoriel n'est pas commutatif. Donc, il faut garder le premier terme qui multiplie le deuxième, le premier qui multiplie le deuxième, et on va faire ça en 2 étapes. Et on peut déjà se sauver de la job parce qu'on est intelligent. On voit qu'on a des J ici et des J qui sont là. Donc, la deuxième flèche rouge que j'ai faite, là, où on va faire le produit vectoriel de moins 5,4 par 4,8, c'est J par J, là. C'est sûr que ça donne 0. Par définition, J, produit vectoriel J, ça donne le vecteur nul. Donc, on peut tout de suite le barrer. Hey, on va pas s'enfarger là-dedans. On le fait juste pas. Je continue sur une deuxième feuille. Essayer de garder celle-là ici, pas trop loin. Et ce qui va nous rester,
Dans ce cas-ci, c'est facile. On va avoir moins E, notre charge élémentaire, et dans notre crochet, il va rester seulement 1,5 fois 10 à la 5, I, produit vectoriel, 4,8 fois 10 à la moins 2, J. Ferme le crochet. Sur la prochaine ligne, on va sortir tous les scalaires en avant de notre produit vectoriel. On peut faire ça. On va avoir 1,5 fois 10 à la 5 multiplié par 4,8 fois 10 à la moins 2. Et il va rester seulement le produit vectoriel des vecteurs unitaires. I, produit vectoriel, J. Notez que ça et ça, ce sont des multiplications scalaires ordinaires et que celle-ci, entre deux vecteurs, c'est une multiplication vectorielle. Ce que ça va nous donner, là, c'est un gros tas de valeurs numériques scalaires calculables, comme ça ici avec la calculatrice, multiplié par la réponse du produit vectoriel entre I et J. Ça, il n'y a pas de secret, là. Le vecteur I par le vecteur J, tu peux mettre tes 4 doigts dans la direction de I, replier vers le vecteur J, et ça va te donner, il n'y a pas de secret, du vecteur K positif, comme ça ici. Dans le livre, je vous donne 1,5, ça donne moins, regardez, je vais écrire la réponse du livre, là, je n'ai pas le temps de calculer ça, moins 1,15 fois 10 à la moins 15 Newton dans la direction K. Notez que ça nous donne du moins K au bout de la ligne, là, parce que le tas de constante à cause du moins E était négatif. Et on va avoir quelque chose dans la direction Z-. Donc, au bout de la ligne, là, le vecteur Fm est dans la direction des Z négatifs. Comme ça ici. Donc, ça donne du moins K. Et on s'attendait à ça. Vous pouvez retourner sur le dessin maladroit que j'avais fait sur la première page ou dans le livre ou sur votre propre dessin. Et à l'aide de la règle à main droite là et de l'inversion de 180 degrés pour les charges négatives, vous pouvez vérifier que la réponse qu'on trouve numériquement est correcte et cohérente avec la règle à main droite. Ensuite, on garde en tête que c'est pas ça qu'il nous demande. Là, il nous demande de trouver l'accélération. Donc, on invoque la loi de Newton F égale ma, et on trouve le vecteur A associé avec le vecteur force magnétique qu'on vient de calculer. Pour faire ça, on isole A et ça nous donne le vecteur force magnétique divisé par la masse. La masse de quoi? C'est la masse de l'électron, la masse de la particule, de l'objet qui subit la force. Donc, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va prendre toutes les composantes de Fm. Il y en a une seule. On a seulement Fm en la direction Z, comme ça, et on va diviser par ME. Si on avait plusieurs composantes, par exemple Y, on diviserait Y par E, et on multiplierait, par J. Et si on avait une composante, on n'en a pas, mais si on avait une composante X pour la force magnétique, on la diviserait aussi par ME, et on multiplierait par J. Donc, quand vous avez une division d'un vecteur par un scalaire, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème. On peut diviser chacune des composantes X, Y et Z du vecteur par le scalaire, dans ce cas-ci la masse de l'électron, et on garde chaque vecteur unitaire associé avec chacune des composantes. Il n'y a pas de problème avec ça. La réponse, on vous la donne à la page 296. Je la réécris, moins 1,3 fois 10 à la 15 mètres par seconde carrée dans la direction cohérente avec la force, moins K. Il y a un moins ici, donc c'est du moins K, et c'était la même direction que Fm, et c'est normal qu'on ait une accélération dans la même direction que la force magnétique qui génère cette accélération-là. L'exemple 9.1 est un bon exemple, 100% typique des exercices, et c'est un entraînement nécessaire pour continuer et être à l'aise après. Je vous suggère aussi le tester votre compréhension
9.1 à la même page 296, où on vous donne plusieurs scénarios avec des particules positives, négatives, qui se déplacent dans l'espace avec des champs magnétiques dans une direction et une autre. Quand on est en classe, là, on se paye un bon moment là, et on envoie des gens au tableau pour rigoler, et je dessine des scénarios exactement comme le tester votre compréhension de la page 296. J'en fais 5-6 au tableau, et on se bidonne à regarder des étudiants là, se tromper et réussir aussi là, des scénarios où je leur demande de dessiner la direction de la force magnétique, dépendamment de la vitesse. Et vous pouvez pousser l'audace jusqu'à... Celle-là est pas pire, je vais vous en faire un. Regardez, vous pouvez pousser l'audace jusqu'à demander à l'étudiant, à vous, de dessiner le champ magnétique B qui cause une certaine conséquence. Par exemple, vous dessinez petit proton comme ça, vous dites, écoute, j'ai une vitesse vers la droite, je sais que j'ai une force magnétique vers le bas, es-tu capable de dessiner la direction du champ magnétique qui a généré cette force-là? Et vous pouvez en faire des plus difficiles avec des vitesses qui sont obliques, par exemple, des forces magnétiques qui sont dans des directions obliques aussi, et demander B est égal à point d'interrogation. Vous pouvez aussi vous amuser à trouver la vitesse initiale de la particule. Il faut pas oublier de spécifier si on a un électron, un proton, en tout cas une particule négative ou positive, sinon ça fonctionne pas. J'en fais un dernier, là, ici. On pourrait demander, par exemple, on pourrait dire, écoute, j'ai un électron qui va dans on sait pas quelle direction, le champ magnétique est disons par là, vers la droite. La force magnétique est vers le haut, comme ça. Es-tu capable de me dire dans quelle direction est le vecteur vitesse qui a généré une force magnétique vers le haut si le champ B était vers la droite et la charge Q était négative? Et vous pouvez jouer comme ça à dessiner le bon vecteur manquant et en gardant toujours en tête que F est égal à Q, V, produit vectoriel B. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Il y a plusieurs autres vidéos qui vont suivre pour les autres sous-sections importantes du chapitre 9.